Ok. Donc, on avait vu la dernière fois les articles 394 bis et l'article 394 ter, si ma mémoire est bonne. Là, on va voir ensemble l'article 394 quater, qui dit qu'il est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d'une amende d'1 million de dinars à 5 millions de dinars quiconque volontairement et frauduleusement. Donc là, il est important d'insister sur les deux mots, volontairement et frauduleusement. Volontairement, ça veut dire que vous avez fait l'action sciemment en connaissance de cause, donc vous saviez ce que vous étiez en train de faire et que vous avez réellement voulu faire ça. Et frauduleusement, ça veut dire de manière illégale. D'abord, soit concevoir, rechercher, rassembler, mettre à disposition, diffuser ou commercialiser des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique et par lesquelles des infractions prévues par la présente section peuvent être commises. Commençons par analyser le premier point. Donc, on vous dit, donc, c'est le fait d'accomplir un certain nombre d'actions sur des données des données à travers lesquelles des infractions ont été commises. Les infractions, ça veut dire ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, ces données, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement de la data, ça peut être du code, ça peut être, quand on parle de code, donc ça peut être une application, ça peut être un ver, un virus, un shellcode, donc toute nature de données informatiques ou non. Maintenant, cette donnée, vous êtes puni si vous l'avez conçue. Ça veut dire si vous avez développé un virus qui a été utilisé par d'autres personnes pour commettre une infraction, vous risquez d'être sanctionné parce que vous l'avez développé volontairement. Si vous avez cherché l'information qui a mené à ça, rassembler, mettre à disposition, ça veut dire donner à quelqu'un, ou bien diffuser ou commercialiser. Par commercialiser, on entend le fait de vendre la donnée. Même si vous l'avez stocké, traité, un traitement, ça veut dire apporter une modification à l'information ou bien transmise cette donnée avec laquelle des infractions ont été commises. Maintenant, la deuxième partie, elle parle de détenir, révéler, divulguer ou faire un usage quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que quelqu'un a piraté un site, ou bien piraté une ressource informatique, ou bien n'importe quel autre outil. Il a récupéré des données et des informations, vous n'avez rien fait. Vous les avez uniquement gardées pour lui. Imaginons le cas suivant, Hamadash va aller pirater le site du ministère de la Santé. Elle va voler des informations. Elle va les donner à son camarade de l'Arabie. L'Arabie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les cacher chez elle. Donc l'Arabie sera passible de 2 à 3 ans de prison parce qu'elle a caché ces informations. Supposons à un moment donné, l'Arabie va les donner à M. Somme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, tiens, les chiffres affichés par le gouvernement sont faux, ça c'est les vrais chiffres. Donc il va divulguer l'information au grand public. Dans ce cas-là, il va être puni de 2 mois à 3 ans de prison avec une amende d'1 million à 5 millions de dinars. Pourquoi? Parce qu'au sens de du présent article, quiconque divulgue des informations qui ont été obtenues de manière malveillante. Ça veut dire quoi? Ce qui ont été obtenues de manière frauduleuse. Donc quelqu'un a volé ces informations. Par contre, si l'information qu'avait obtenue M. Dessom n'a pas été volée, dans ce cas-là, il ne risque rien à la divulguer. L'article suivant, qui est l'article 394, quinquième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les peines prévues par la présente section, donc toutes les peines qu'on a vues dans l'article bis, ter et quater, sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale et aux organismes ou établissements de droit public sans préjudice d'application des peines plus sévères. Ça veut dire, si l'infraction que vous avez faite, donc vous vous êtes attaqué, vous avez volé des informations ou autres qui sont en relation avec la défense nationale, ou bien qu'elle soit en relation avec des organismes ou bien des entités de droit public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des entités qui appartiennent à l'État. Là, la peine, elle est multipliée par 2. Ça veut dire, au lieu de risquer, par exemple, de 2 à 3 ans de prison, vous risquerez de 4 à 6 mois à 6 ans de, 4 mois à 6 ans de prison. Même chose pour l'amende. L'article 6e vous dit,
La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui est équivalente à 5 fois le maximum de l'amende prévue par la personne physique. La personne morale, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout simplement une organisation qui peut être une entreprise, une association. Donc, imaginons par exemple que soit une société qui a prémédité l'acte de voler des informations auprès de sa concurrente, qu'on arrive à prouver le fait. Donc là, l'amende qui sera payée sera de 5 fois l'amende prévue par la loi. L'article 394 septième, lui qui dit tout simplement quiconque va participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même. Là, c'est beaucoup plus pour, comment dirais-je, qualifier l'acte fait par un groupe de personnes. Ça veut dire, avant, quand on parlait, on dit quiconque a fait. Maintenant, imaginons que quatre personnes, si on va parler de Azzouz, Ben Abdullah, Ben Kassir et Ben Maimoun. Ils vont se réunir, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se faire une entente pour préparer, disons, le piratage du siècle. Ils ont décidé de pirater, disons, n'importe quelle entreprise en Algérie. Seulement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont uniquement procédé à la préparation. Seulement, ils vous disent la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà accompli certaines actions en vue de cette préparation. On va dire par exemple que Azzouz a commencé à faire de l'exploration, donc elle a commencé à récolter l'information. Ben Abdullah a préparé la salle dans laquelle ils vont aller travailler, donc elle a préparé plusieurs laptops, elle a mis en place des systèmes d'exploitation non traçables, elle a mis en place le chaînage proxy. Ben Kassir a ramené la nourriture et les boissons. Ben Mimoun, Manan, bon, je sais pas moi. Elle a ramené des onduleurs en cas de coupure d'électricité. Donc, certes, vous allez découvrir que certaines des personnes ont fait des actions malveillantes. D'autres, par exemple, si je prends le cas de Ben Kassir Yasmine, elle n'a fait que ramener des boissons et de la nourriture et des chips. Mais pourquoi elle les a ramenés? Elle les a ramenés dans l'idée de commettre l'action malveillante. Donc, c'est pour qu'ils ne puissent pas arrêter leur piratage au milieu de route parce qu'Azouz a faim. Partant de ce principe, elle est complice. Et en vertu de l'article de 394 septième, même s'ils n'ont fait que préparer et qu'ils n'ont pas accompli l'acte, ils avaient cette intention criminelle et qu'il y a eu des preuves matérielles qu'ils avaient cette intention criminelle. Par exemple, quand Azouz a commencé à faire sa découverte, elle a récolté les bannières, elle s'est fait arrêter ensuite, elle a tout avoué. Elle leur a dit, voilà, Ben Abdullah a fait ça, Ben Kassir est complice, Ben Maimoun est complice, voilà chacun a fait. Le juge peut ordonner l'arrestation des quatre sur la base des aveux de Azouz et sur la base aussi des faits matériels prouvés lors de la perquisition qui sera faite par les officiers de la police judiciaire qui seront venus sur place pour constater des faits. Maintenant, l'article, est-ce que c'est clair pour cet article? Bon, si vous ne dites rien, c'est que vous n'avez pas de questions. OK. Monsieur, Oui. monsieur, juste pour la tâche de Benkasir. Pour là, La tâche de Benkasir, vous avez dit elle a ramené juste des boissons et tout dans le but enfin, pour que les pirates. Oui, mais ce genre d'information, on ne peut jamais en être sûr. Pour les, même alors, pour. d'accord. Certes, on ne peut pas en être sûr, mais imaginons que quand les OPJ ont perquisitionné, ils vont constater que réellement, il y a des boissons sur place, il y a les chips qui sont là, qu'elle les a ramenés. Ceci va conforter les déclarations des Azzouz, comme quoi ils étaient là. Par la suite, eux peuvent faire une enquête plus poussée pour essayer de voir où est-ce qu'elle les a achetés. Quand ils vont trouver où est-ce qu'elle les a achetés, s'il y a un ticket de caisse ou autre. Vous m'excusez 30 secondes, s'il vous plaît.
Bon, désolé pour l'interruption. Donc, je disais, quand ils vont constater, qu'ils sont arrivés sur place et qu'ils vont constater qu'il y a les boissons, etc., et qu'ils vont, et par la suite, ils vont essayer de retracer par où ils ont été achetés, si le vendeur témoigne que c'est à elle qu'il les a vendus. Ensuite, à l'interrogation des autres suspects, parce que pour le moment, c'est des suspects. En dehors de Azos qui a avoué qui va être jugé suite à ses aveux et aux faits matériels qu'elle a commis. Si les autres, par exemple, Ben Mimoun va témoigner dans le même sens, donc il y a au moins deux témoins qui vont témoigner, le juge pourra facilement l'inculper par la suite, sachant qu'elle-même pourra céder et faire des aveux sur place en disant oui, mais je n'ai encore rien fait parce qu'elle ne connaît pas bien la loi, je n'ai rien fait, je n'ai fait que acheter pour qu'on le fasse, mais je ne l'ai pas encore fait. Et là, le juge va lui dire, oui, vous n'avez encore rien fait, mais l'article 394 dit, quiconque participe à un groupement formé ou à une entente carrément, je dis bien une entente, donc là, il faut bien peser le sens des mots. Vous vous êtes entendu pour préparer. Et cette préparation s'est caractérisée par plusieurs faits matériels. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Par contre, s'ils se sont mis d'accord pour préparer le crime, mais qu'ils n'ont rien préparé encore, qu'ils n'ont rien fait, aucune action, dans ce cas-là, ils ne vont être coupables de rien. On ne pourra rien contre eux. Mais là, sachant que il suffit que l'un des membres du groupe ait commis un acte physique, matériel, c'est trop tard. Maintenant, il y a le cas particulier. Imaginons que Azouz a foncé dans le tas. Il a commencé à le faire. Chacun a fait la tâche qui lui incombait dans le plan préparatif. Et que, par exemple, Ben Kassir n'a pas fait sa tâche. Elle s'est rétractée à la dernière minute et s'est dit, c'est bon, moi je ne fais pas, je ne vais pas participer. Donc là, il n'y a aucun acte fait matériel qui caractérise son action. Là, même si on vient de l'arrêter, il pourra dire carrément au juge, bon, c'est sûr qu'ils vont l'arrêter, ils vont l'interroger, etc. Dans son PV, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire tout simplement oui, on s'est mis d'accord, mais je n'ai rien fait. Je me suis rétracté, j'ai changé d'avis. Et pour preuve, la tâche qui m'était confiée, je ne l'ai jamais faite. Et je ne suis même pas présenté sur le lieu de rendez-vous. Là, par contre, oui, la personne, elle ne sera pas jugée. Donc, on passe à l'article suivant, donc le 394 octies. Là, on vous dit, sans préjudice des droits tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction, ainsi qu'à la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues par la présente section, et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici, si vraiment on arrive à prouver que ces personnes ont été coupables et que si les gens ont été condamnés par un tribunal, donc tout simplement on va saisir tout équipement, qu'il soit matériel ou logiciel, ayant été utilisé pour, euh, comment dirais-je, pour commettre cet acte malveillant. Je vois que quelqu'un a posé une question. Il me dit, elle ne sera pas jugée pour avoir planifié avec eux l'attaque. Non, Monsieur Besson, elle ne sera pas jugée pour avoir planifié avec eux l'attaque si elle n'a rien fait dans le cadre de la préparation. Je vous donne un exemple. Parce qu'il faut faire attention à l'article 394 septième. Désolé, une seconde. Je pense qu'on sera obligé d'arrêter pour une quinzaine de minutes. On reprendra juste après, d'accord? Bon, je vais garder la réunion activée. Je vais mettre uniquement sur mute, je serai là dans 15 minutes, hein. J'ai une petite D'accord.
Bonjour, me revoilà. Désolé pour cette interruption. C'était un imprévu de dernière minute. Alors, je disais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout simplement, une fois que les personnes ont été déclarées coupables, le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut procéder à la confiscation de tous les outils matériels ou immatériels ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Maintenant, il peut même aller plus loin en procédant à la fermeture du local qui a été utilisé pour faire l'infraction. Ça veut dire, imaginons que vous ayez fait l'infraction à partir d'un cybercafé et que le propriétaire du cybercafé savait ce que vous faisiez. Vous ne l'avez pas fait à son insu, donc le juge peut décider que ce cybercafé doit fermer définitivement. Il rajoute aussi un article qui est le 394 nonième, qui dit tout simplement que la tentative des délits prévus dans la présente section est punie des mêmes peines prévues par le délit lui-même. Voilà ce que contient le code pénal par rapport à la cybercriminalité. Monsieur, qu'est-ce que veut dire le nonien? Neuvième. Non, je veux dire la tentative des délits prévus à la présente section. Imaginons que vous avez essayé de pirater un site web, vous n'avez pas réussi à le faire. C'est une tentative. Eh bien, vous serez puni comme si vous aviez réussi à le faire. D'accord. Ça veut dire tout simplement qu'on ne punit pas qu'on ne punit pas la réaction, qu'on ne punit pas la réussite, mais qu'on punit comment dirais-je, même la tentative. C'est l'intention qui est punissable. Rappelez-vous ce qu'on avait dit précédemment, dans les cours précédents. On avait dit que généralement, il y a une difficulté pour prouver l'intention. On a dit que si l'infraction avait un impact matériel, on pouvait prouver l'intention, mais si l'impact est immatériel, on ne peut pas la prouver. Pour résoudre ce problème, pour tout ce qui est crime informatique lié à la cybercriminalité, la tentative est considérée tout simplement comme un crime. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, il y a un autre. Alors, la législation a évolué avec le temps en Algérie. Donc, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le code tel qu'il existe actuellement n'était pas suffisant pour pouvoir réprimer tout ce qu'ils peuvent considérer comme étant infraction liée au TIC ou bien liée au crime informatique. Donc, ils ont créé d'autres textes de loi. Attendez, je cherche la loi. Voilà. Le temps de vous l'afficher. Donc, il y a eu la création de la loi 0904. Attendez, je ferme ça d'abord. Et je vous ramène notre texte. Est-ce qu'on a parlé du sens des numéros, etc. Que signifie 0904? Est-ce qu'on a un peu parlé de ça ou pas encore? Non. Alors, quand vous trouvez chaque loi, vous allez trouver qu'elle est définie par deux chiffres. Par exemple, 0904, 2001, 1807. Alors, le premier chiffre, c'est l'année à laquelle la loi a été promulguée et publiée. Donc ça, c'est l'année de la loi. Le deuxième chiffre, c'est un numéro séquentiel. Ça veut dire que c'est la quatrième loi qui a été publiée en 2009. Si c'était par exemple le 0609, c'est la sixième loi de l'année 2009, et ainsi de suite. D'accord? Alors, la loi 0409 c'est une loi qui avait été initiée par le ministère de la Justice et qui, elle, était, comme son nom l'indique, elle est relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées au TIC. Ça veut dire quoi? C'est toutes les infractions pour prévenir et lutter contre les infractions utilisant l'outil technologique ou informatique. Alors, dans une loi, généralement, vous avez une partie qui s'appelle les visas. Alors, les visas, c'est la partie que vous voyez à gauche. Le président de la République, vu. Ça veut dire quoi? Quelles sont les bases légales sur lesquelles s'appuie cette loi?
Parce que généralement, on ne peut pas ramener une loi orpheline qui tombe comme ça du ciel, qui n'utilise aucun autre texte. Donc, de manière générale, quand on fait une loi, la loi va utiliser les définitions, par exemple, d'autres lois qui la précèdent. Imaginons, par exemple, que je veuille faire une loi sur, je ne sais pas moi, les concessions agricoles. S'il y a d'autres lois qui définissent c'est quoi une concession agricole, c'est quoi un fruit, c'est quoi un légume, c'est quoi un tracteur, je ne vais pas reprendre ces définitions dans mon texte de loi. Donc, qu'est-ce que je dis? Par exemple, vu la loi numéro 2003. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dit dans cette loi est valable ici, même les définitions de cette loi. C'est pour ça qu'on utilise des visas, ce qu'on appelle les visas. Par exemple, cette loi 0904, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle se base déjà sur la Constitution, donc les articles 119, 120, 122e, 7e et 126e de la Constitution. Elle se base sur des ordonnances présidentielles, elle se base sur d'autres lois. Ensuite, on vous dit, après avis du Conseil de l'État, après adoption par le Parlement, nous promulguons la loi qui suit. Dans une loi, il y a une structuration de la loi. Donc, généralement, le premier article de la loi définit l'objet de la loi. Là, on vous dit, la présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées au TIC. Ensuite, il y a les définitions propres à cette loi. Donc, généralement, vous trouverez ça toujours au deuxième ou au troisième article. Donc, les définitions, on vous dit, au sens de la présente loi, on entend par. Ça veut dire, dans cette loi, ces mots, voilà ce qu'ils signifient. D'abord, ils ont commencé par définir le terme infraction liée aux technologies de l'information et de la communication. Alors, pour eux, c'est quoi? C'est des infractions qui portent atteinte au système de traitement automatisé des données, tel que défini dans le code pénal. Donc là, ils n'ont pas changé. Ainsi, là, ils ont donné un complément à la définition que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par l'outil informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, je peux faire un crime, imaginons que je fasse une infraction, qui, elle, ne va pas nuire à un système de traitement automatisé des données, donc elle ne va pas nuire à un système d'information, et en parallèle, je ne vais pas utiliser l'outil informatique pour la faire. L'outil informatique, je l'ai utilisé pour faciliter le travail. Par exemple, je devais faire des calculs, j'ai utilisé le PC pour le faire. Je devais communiquer avec mes complices, j'ai communiqué via le PC. Mais l'action en elle-même, je n'ai pas utilisé le PC pour la faire. Par exemple, j'ai braqué une banque, et j'ai utilisé uniquement l'outil informatique pour brouiller, par exemple, le signal des forces de l'ordre, pour qu'ils ne puissent pas recevoir le signal d'alarme. Donc là, l'outil informatique n'a pas été utilisé pour commettre l'infraction, mais il a été utilisé pour faciliter la commission de l'infraction. Donc là, ils l'ont rajouté comme étant une infraction liée au TIC. Ensuite, nous avons la définition du système informatique. Alors là, ils définissent un système informatique comme étant tout dispositif, qu'il soit isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent la notion isolée? Pour parler d'un PC individuel. Ça veut dire même si je fais l'infraction sur mon PC qui n'est connecté à aucun réseau, ça reste quand même un système informatique qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent en exécution d'un programme un traitement automatisé des données. Donc, je pense là, c'est une définition assez standard que vous connaissez tous. Alors, c'est quoi une donnée informatique? Donc, ils la définissent comme étant la représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction. Bon, ces définitions, je passe rapidement dessus parce que, bon, de par votre nature d'informaticien, vous êtes censé les connaître. Enfin, j'espère. Ou du moins les comprendre. Mais bon, si vous avez le moindre problème, vous m'arrêtez. Ensuite, ils définissent la notion de fournisseur de service. Alors, un fournisseur de service, c'est quoi? C'est toute entité, qu'elle soit publique ou privée, qui va offrir aux utilisateurs de ces services la possibilité de communiquer au moyen d'un système informatique et ou d'un système de télécommunication. Ça veut dire que c'est toute personne qui va vous offrir un service informatique pour communiquer d'abord. Ensuite, il complète la définition et toute autre entité qui traite ou stocke des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. Vous remarquerez que la notion de fournisseur de service à ce niveau-là, elle est assez restreinte. Parce que là, par exemple,
Dans la première partie, il cible qui? Alors, qui peut me dire quels sont les fournisseurs qui sont ciblés par la première partie quand vous la lisez? Alors, on va demander à mademoiselle Cherabi. Alors, Cherabi, selon vous, donnez-moi un exemple de fournisseur de service qui est inclus dans la première partie, dans le point A. Cherabi, vous êtes là? Cherabi, une Algérie fois. Télécom. Cherabi. Bon, on considérera Cherabi comme absente. Hamadash, oui. Algérie Télécom. Pourquoi Algérie Télécom? C'est un fournisseur de services de télécommunications. Ça fournit Internet. Donc, techniquement, C'est un bon exemple. Alors, quelqu'un d'autre? Un autre? Sami. Monsieur, Oui. les opérateurs mobiles, Tous les opérateurs mobiles, que ce soit Algérie Télécom, Mobilis, Ooredoo, Wataniya. D'accord. Qui d'autre? Alors, nous avons pour le moment 4 candidats. Donc, Algérie Télécom, Mobilis, Ooredoo, Gézi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres opérateurs qui peuvent vous offrir la possibilité de communiquer? Alors, je vois que vous êtes tu. Cela suppose que vous ne connaissez pas d'autres opérateurs. Alors, on va faire, euh, vu que vous travaillez dans le domaine de la sécurité, vous devez être au courant de l'existence d'un organisme qui s'appelle www.arpce. Alors, l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Alors, cet organisme, il fait quoi? Alors, c'est lui qui régule tout ce travail dans le domaine de la communication électronique. Je dis bien communication électronique. Donc, à leur niveau, ils ont ce qu'on appelle un observatoire, normalement, qui va définir tous les opérateurs de télécom en Algérie. Alors, téléphonie fixe, comme vous voyez, on a Algérie Télécom. Téléphonie mobile, nous avons Mobilis, ATM et Ooredoo. VSAT, donc il faut savoir qu'en Algérie, il y a des opérateurs de communication par satellite. Nous avons ATS, donc Algérie Télécom Satellite, et Optimum, donc OTA, toujours Gézi qui le fait. Nous avons ce qu'on appelle les opérateurs GMPCS, donc c'est des opérateurs soumis au régime de licence, c'est toujours Algérie Télécom Satellite. Et nous avons des prestataires de services. Alors, dans les prestataires de services, nous avons les prestataires de voix IP. Vous savez tous c'est quoi la communication par VoIP? Enfin, je l'espère. OK, s'il n'y a pas de réponse, donc vous le savez. Alors, nous avons Icosnet qui le fait. Nous avons les call centers, ou bien les centres d'appel. Vous avez toute une liste de call centers. Vous avez les fournisseurs d'accès Internet. Nous avons Icosnet, il y a TBA, Webcom, Hasnaoui, Gilweb, Aouladi, etc. Certes, c'est des opérateurs que vous ne connaissez pas, vous, parce que généralement, ils ne travaillent pas avec le grand public. Ils travaillent avec des entreprises. Donc, ils fournissent Internet à des entreprises. Surtout, généralement, vous les trouverez beaucoup plus dans le Grand Sud, là où il y a les installations pétrolières. Nous avons les audiothèques. Les audiothèques, c'est quoi? C'est des fournisseurs de services qui travaillent par SMS. Vous voyez tous les messages que vous recevez par SMS, par exemple, pour des jeux, etc. Ça, c'est les audiothèques qui les fournissent. Et vous avez les hébergeurs de cloud computing. C'est un autre type de service. Donc, tout ça, c'est des hébergeurs cloud qui existent en Algérie. Bon, je ferme cette parenthèse et j'en reviens vers notre voie de tout à l'heure. Maintenant, ils vous disent, là, ça, donc pour la première partie, donc c'est les opérateurs VSAT, les opérateurs GMPCS, les audiothèques, etc. Maintenant, ils complètent et toute entité qui traite ou stocke des données informatiques pour le service de télécom et ses utilisateurs. Ça veut dire là, quoi? Qu'ils font là l'extension vers les hébergeurs de sites web, ils font l'extension vers les hébergeurs cloud, etc. Donc là, quelque part, ils essayent de brasser large et d'introduire tous les fournisseurs de services liés au domaine informatique.
Maintenant, il parle d'autre chose, il donne une autre définition, les données relatives au trafic. Alors, les données relatives au trafic, c'est quoi? C'est toute donnée ayant trait à une communication et qui passe par un système informatique produite par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille, la durée de la communication ainsi que le type de service. Alors, cette définition vous fait penser à quoi? Monsieur Gussom, j'espère que vous avez réglé votre problème de micro de la dernière fois. Monsieur Gussom, on ne vous entend pas du tout, hein. Vous pouvez écrire si vous voulez. On vous entend toujours pas. Bon, essayez de régler votre problème pour la prochaine fois. Alors, on passe à Ould Shfawi Ismail. Est-ce que vous êtes là? Ould Shfawi. Oui, monsieur. Alors, cette définition vous fait penser à quoi? Quand on vous dit que c'est toutes les données relatives à un trafic qui contient l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille, la durée de la communication et le type de service. Des traces de communication. Oui, mais c'est quoi réellement? Alors, on va poser la question à quelqu'un d'autre si quelqu'un peut vous aider. Alors, Mademoiselle Larabi, vous êtes là? L'Arabie une fois, l'Arabie deux fois. Ah oui, alors, l'Arabie répond par écrit. Est-ce que cette définition vous donne une idée quelconque? Est-ce qu'elle vous fait penser à quelque chose? Normalement, en tant qu'informaticien, ça me rappelle les paquets qui transitent sur les réseaux. Hamadash toujours à se taper l'incruste. Effectivement, Hamadash a raison, c'est les paquets qui transitent par le réseau. Donc, quand on parle de données relatives au trafic, c'est les paquets. Regardez ce qui est écrit. L'origine, la destination. Où est-ce qu'on trouve ça? On ne trouve pas ça dans les en-têtes. L'itinéraire, par où vous êtes passé, l'heure et la date, la taille du paquet, la durée de communication, ainsi que le type de service. Le type de service, ça est défini par le type de protocole que vous utilisez. Donc, c'est le numéro de port de départ et d'arrivée. Donc, quand on parle de données relatives au trafic, il faut savoir qu'il y a deux types de données, pour qu'on soit plus précis. Il y a les données relatives au trafic de communication, donc quand on se limite à la téléphonie, et il y a les données relatives au trafic informatique dans sa globalité. Alors, retenez bien cette définition parce qu'elle est très importante, vous allez voir par la suite dans cette loi. Alors, les données relatives au trafic téléphonique, c'est ce qu'on appelle les CDR. CDR. Je vous les note au niveau du chat. Alors, c'est ce qu'on appelle les CDR. Alors, les données CDR, c'est quoi? Alors, c'est tout. Quand il s'agit, on a deux types de CDR. On a les CDR pour SMS et nous avons des CDR audio. Alors, les CDR audio, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les données relatives à vos communications audio. On ne retrouvera pas la communication, ça vous pouvez être rassuré. Donc, le contenu de la communication, on ne le retrouve pas dans les CDR audio. On va retrouver par exemple l'heure à laquelle vous avez émis la communication, la durée, votre position GPS quand vous avez émis votre localisation, quels sont les BTS par lesquels vous êtes passé, etc. Donc, c'est tous les paquets qui indiquent heure, qui vous avez appelé qui, etc. Par contre, pour les CDR SMS, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans les CDR SMS, on retrouve vos SMS, le contenu du SMS lui-même. Alors, pourquoi est-ce que dans les CDR SMS, on garde les SMS? Parce que c'est du texte. Donc, c'est facile à garder, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, etc. Les CDR audio, étant une communication audio, c'est plus lourd à garder. Alors, on passe à la prochaine définition. Donc, c'est la communication électronique. On vous dit c'est quoi? C'est toute transmission, émission ou réception de signaux, qu'ils soient écrits, images, son ou de renseignements de toute nature par tout moyen électronique.
Donc, une communication, c'est tout simplement un échange de données tel que vous le connaissez, vous, en tant qu'informaticien. Alors, dans une loi, la troisième partie de la loi, c'est le champ d'application. Où s'applique cette loi? Alors, là, le champ d'application, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article 3? Donc, conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale et par la présente loi, et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, ça veut dire déjà, il vous annonce un préalable. Il se base sur le Code des procédures pénales, il se base sur les dispositions qui garantissent le secret de vos communications, parce qu'il faut savoir que dans le monde entier, les communications sont censées être protégées par ce qu'on appelle le secret de la communication. Il peut être procédé. Et là, maintenant, ils annoncent une exception. L'exception, c'est quoi? C'est qu'il peut être procédé pour des impératifs de protection de l'ordre public, c'est-à-dire pour protéger l'ordre public, ou bien pour des besoins d'enquête, quand ils ont besoin d'enquêter, ou pour des informations judiciaires en cours, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une information judiciaire en cours, ça veut dire qu'il y a une enquête en cours. Ils peuvent mettre en place un dispositif technique pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques. Ça veut dire qu'ils peuvent surveiller vos communications. Ils peuvent collecter et enregistrer en temps réel le contenu de vos communications, comme ils peuvent acquérir et saisir toutes vos communications et leur contenu que vous avez échangé, comme ils peuvent perquisitionner et saisir dans votre système informatique. Alors la perquisition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent venir chez vous, fouiller dans votre système informatique et voire même le saisir par la suite. Maintenant, il est vrai que la procédure de perquisition est régie par toute une procédure, donc il faudra une autorisation d'un juge, etc., qu'on verra par la suite. De même que pour les autorisations d'écoute et de surveillance. Il faut savoir que dans le monde entier, et ça, ce n'est pas propre à l'Algérie, quand on parle de surveillance électronique ou bien d'écoute, etc., il y a deux types de surveillance. Il y a ce qu'on appelle la surveillance préventive et il y a la surveillance judiciaire. Alors, on va commencer par la plus simple. La surveillance judiciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent vous mettre sur écoute qu'après une autorisation d'un juge. Ça veut dire qu'ils ont un mandat délivré par un juge qui les autorise à vous mettre sous surveillance. Et vu que ça a été fait selon une procédure légale, réglementaire, etc., toute information qu'ils vont acquérir durant cette phase de surveillance peut servir de preuve à votre encontre. Ça veut dire s'ils ont ce mandat, donc cette autorisation d'un juge, donc c'est une surveillance judiciaire, donc toute information récoltée servira de preuve contre vous et pourra être utilisée contre vous dans une cour de justice. Par contre, lorsqu'on effectue ce qu'on appelle une surveillance préventive, généralement c'est une surveillance qui n'est pas faite par les forces de police, mais qui est faite par ce qu'on appelle les services de renseignement. Donc, qui dit service de renseignement veut dire soit par l'armée, soit par les services de renseignement, ou bien ce qu'on appelle communément les services secrets. Donc, le but de ce type de surveillance, comme son nom l'indique, c'est de prévenir des actes malveillants. Donc, d'empêcher l'occurrence d'actions malveillantes, d'actions insurrectionnelles ou bien d'attentats. Généralement, ils le font de manière officieuse, donc sans le déclarer devant un juge. Donc, le juge n'est même pas au courant. En d'autres termes, c'est considéré comme une surveillance illégale. Donc, le résultat de ces surveillances n'est jamais utilisé devant une cour de justice. Pourquoi? Parce que dès qu'ils le présentent devant un juge, le juge va leur dire d'où est-ce que vous avez ramené cet enregistrement. S'ils n'arrivent pas à avoir l'autorisation, dans ce cas-là, il va leur dire les preuves ne peuvent pas être retenues contre tel ou tel accusé. En fait, là, je vous parle sur le plan théorique. Ce qui est censé se faire dans un pays de droit. Maintenant, si vous trouvez des pratiques contraires en Algérie, ne me dites pas le prof nous a dit que ça se passe comme ça, finalement ça se passe autrement. Là, on est en train de parler de ce qui est écrit dans les textes de loi. Donc, je disais, par contre, ce type d'écoute préventive peut... Alors, imaginons on va prendre un petit scénario, que des services de renseignement sachent qu'il y a une personne qui risque de préparer un attentat terroriste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement mettre cette personne sur écoute pour savoir quand est-ce que l'attentat aura lieu et pouvoir empêcher son occurrence. Par exemple, dans la lutte contre le terrorisme en Algérie, donc pendant des années, qu'est-ce que faisaient les services de renseignement?
ils mettaient sur écoute les personnes suspectes. Donc, c'est grâce à ça qu'ils arrivaient à savoir, par exemple, qu'un groupe terroriste va traverser telle montagne tel jour. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préparer un guet-apens pour soit arrêter, soit tuer les terroristes qui vont passer par tel endroit. Et là, c'est comme ça qu'il y a des accrochages. Vous entendez souvent parler d'accrochages qu'il y a eu dans les montagnes grâce à un guet-apens qui a été peut-être mis en place par les forces de l'AMP, etc., etc. Généralement, eux ne font pas deviner que les terroristes sont passés par là. Tout simplement, ils ont mis sur écoute ces terroristes. Ils ont su qu'ils allaient passer par tel endroit et ils ont posé un guet-apens. Et évidemment, comme on ne peut pas déclarer de manière publique que ça a été fait suite à une écoute préventive, ils vont vous dire كانت كتيبة من قوات الجيش جايزة من تما تلاقت بهم comme par hasard داو accrochage ou خلاص c'est bon, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que je reprenne plus exactement, M. Bisson? Alors, ce que je disais, c'est que la surveillance préventive est une surveillance considérée comme illégale parce qu'elle ne se base pas, elle n'est pas faite sur instruction d'un juge ni sur autorisation d'un juge. Donc, on l'a fait généralement pour prévenir des actions malveillantes qui peuvent nuire à la vie des personnes ou au bien. Donc, généralement, elle est effectuée soit par des services de renseignement, soit par des forces militaires. Et généralement, dans ce type de surveillance, c'est comme l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure, on l'a fait, toute donnée plutôt qui est récupérée lors d'une telle surveillance ne peut pas servir de preuve devant une cour de justice. Tout simplement parce que le juge pourra poser la question, d'où est-ce que vous avez ramené l'information? Ils vont dire, on a surveillé telle personne, quel juge vous a autorisé? Aucun juge, donc j'annule la preuve. Et c'est pour ça que généralement, souvent, quand on arrête des gens sur la base d'écoute préventive, c'est là que vous allez avoir les forces de sécurité qui vont vous dire non, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Imaginons que suite à une écoute préventive, les forces de sécurité ont appris qu'il y a un trafic, que quelqu'un va faire rentrer des armes par la frontière. Et que le véhicule va passer par exemple par un point A, ensuite par un point B. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre l'heure qui va précéder le passage de la personne, ils vont mettre un barrage surprise. Ce barrage, dès qu'il verra le véhicule, il va l'arrêter, il va le fouiller, il va trouver les armes à l'intérieur. Quand le juge va leur dire comment est-ce que vous avez fait, ils vont lui dire c'est un barrage inopiné, nous avons procédé à l'arrestation de l'individu parce que dans des barrages, on procède à la fouille systématique des véhicules de un véhicule sur 15. Et comme par hasard, c'était lui le 15e. Voilà par exemple un argument qui va être présenté au juge. Et là, c'est un argument qui tient la route. C'est vrai que ça va être le fruit du hasard, mais le juge, au fond de lui-même, il est convaincu que c'est pas vrai, mais bon, l'argument tient la route. Et il va accepter l'arrestation de la personne et il sera condamné suite à une arrestation hasardeuse. Or, dans la réalité, c'est pas ce qui s'est passé, c'était suite à une écoute que ça a été fait. Et ceci est simplifié par le fait que la loi algérienne autorise par exemple les forces de l'ordre de vous arrêter et de fouiller un véhicule, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays au monde. Si je prends par exemple le cas des États-Unis, un agent de police n'a pas le droit de vous fouiller si vous n'avez pas commis une infraction devant lui, ou s'il n'a pas vu une arme, ou si carrément il n'a pas eu ce qu'on appelle un... attendez, je rappelle le mot en français. En français, on parle de soupçons objectifs et basés sur des faits concrets. Voilà, ça c'est le terme français exact. Donc, vous arrêtez et vous fouillez sans raison n'est pas autorisé dans d'autres pays. En Algérie, c'est autorisé malheureusement, donc ils peuvent le faire. Voilà. Alors, là, on passe vers le chapitre 2 de la loi. Donc, dans le chapitre 2, on parle de surveillance de communication électronique. Et là, on définit les cas autorisant le recours à la surveillance électronique. Là, évidemment, dans un texte de loi, on ne vous parlera jamais de la surveillance préventive, hein, ni de ça, aucun risque. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les opérations de surveillance prévues par l'article 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas suivants. D'abord, pour prévenir des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et des interactions contre la sûreté de l'État.
Ça veut dire là, le juge peut leur donner un mandat ou une autorisation si tout simplement ils ramènent des preuves qu'il va y avoir un attentat. Pas qu'ils doutent, hein, qu'ils ramènent des preuves. B. Lorsqu'il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l'ordre public, la défense nationale, les institutions de l'État ou l'économie nationale. Bon, là, je passe rapidement parce que je considère que c'est des choses simples que vous arrivez à comprendre. Par contre, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. C'est pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu'il est difficile d'aboutir à des résultats intéressants, les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de faire une enquête et qu'ils sont en train de patiner dans leur enquête, donc ça n'avance pas, et qu'ils ont besoin de surveiller l'un des suspects pour pouvoir aboutir. Donc là, ils soumettent une demande à un juge qui va, si vous voulez, évaluer cette demande en fonction des données qu'on lui donne pour juger est-ce que réellement cette personne devrait être surveillée ou non. D. Dans le cadre de l'exécution d'une entraide judiciaire internationale. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une enquête internationale faite par d'autres pays où il y a un individu qui est impliqué dans une affaire transnationale. Là, on a parlé, si vous vous rappelez, au début des crimes transnationaux. Et là, l'autre pays a demandé, dans le cadre d'une entraide judiciaire entre lui et l'Algérie, parce qu'il y a au préalable un accord d'entraide, à ce qu'il y ait une écoute. Ensuite, on vous dit lorsqu'il s'agit d'un cas prévu au paragraphe A du présent article. Donc là, le paragraphe A, quand on parle des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ou des infractions contre la sûreté de l'État. L'autorisation est délivrée aux officiers de police judiciaire visés à l'article 13. Donc l'article 13, ils ont créé un organe spécial pour ceci. On le verra par la suite. Par le procureur général de la Cour d'Alger. Donc seul le procureur général de la Cour d'Alger est habilité à fournir une autorisation pour une écoute, pour prévenir des attentats terroristes. Pour une durée de 6 mois renouvelable, sur la base d'un rapport indiquant la nature du procédé technique utilisé et les objectifs qu'il vise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont autoriser la surveillance pendant 6 mois. Mais en utilisant un procédé technique unique. Ça veut dire le procédé technique qui est défini dans le rapport. Ils ne peuvent pas utiliser un procédé différent. Et ils ne doivent prendre en considération que les objectifs qu'ils ont cités dans leur rapport. Ensuite, ce qu'ils disent, sous peine des sanctions prévues dans le code pénal, en matière d'atteinte à la vie privée d'autrui, les dispositifs techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe A du présent article doivent être orientés exclusivement vers la collecte et l'enregistrement de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l'État. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils ont mis, disons par exemple, Hamadash sous surveillance parce qu'ils soupçonnent qu'elle va commettre un acte terroriste, qu'ils vont récolter d'autres informations en relation avec sa vie privée ou bien d'une liaison qu'elle a avec quelqu'un d'autre ou bien carrément sur ses affaires commerciales. Là, s'ils récoltent ce type d'informations et qu'ils les utilisent, là, ils risquent eux-mêmes des sanctions prévues par le code pénal. Alors, ensuite, on passe au chapitre 3. Là, c'est un chapitre qui définit les règles de procédure. Ça veut dire comment doit être effectué ce type d'opération. On commence par la perquisition des systèmes informatiques. Alors, là, on vous dit que les autorités judiciaires compétentes, ainsi que les officiers de la police judiciaire, vont agir dans le cadre du Code de procédure pénale et dans le cas prévu par l'article 4 ci-dessus. Donc, ça veut dire ce qu'on a défini tout à l'heure, les cas qui autorisent le recours à la surveillance, aux fins de perquisition, accéder, y compris à d'assistance. Aux fins de perquisition, accéder, y compris d'assistance. D'accord. Alors, maintenant, plutôt, y compris à distance. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder pour perquisitionner à distance? À quoi d'abord? Ils peuvent accéder soit à un système informatique ou à une partie de celui-ci, ainsi qu'aux données informatiques qui y sont stockées. B, à un système de stockage informatique. Alors,
il y a un paramètre important dans cet article 5. Quand on dit ils peuvent y accéder même à distance, ça veut dire tout simplement que les forces de l'ordre, s'ils sont autorisés par le procureur ou bien général de la cour d'Alger ou bien par un juge d'instruction, ils peuvent carrément pirater votre machine à distance pour récupérer les informations qui les intéressent. Bon, quand je parle de machine, ça inclut votre PC, vos comptes sur des réseaux sociaux, ça inclut aussi carrément votre téléphone portable, etc. Donc, on parle de toute ressource informatique, d'accord? Ou tout moyen que vous utilisez pour le stockage informatique. Après, on vous dit, dans le cas prévu dans le paragraphe A, donc quand on fait référence au terrorisme et à l'atteinte à la sûreté de l'État, l'autorité qui effectue la perquisition a des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique, que ces données sont accessibles à partir du système initial. Elles peuvent étendre rapidement la perquisition au système en question ou à une partie de celui-ci après information préalable de l'autorité judiciaire compétente. Ça veut dire quoi? Imaginons qu'ils ont eu l'autorisation de fouiller le PC de l'Arabie. Donc, ils se sont déplacés ou bien ils l'ont fait à distance. Pendant qu'ils sont en train de perquisitionner sur le PC de l'Arabie, ils ont constaté qu'il y a d'autres données accessibles par le PC de l'Arabie qui sont cachées, par exemple, dans le PC de Ben Mimoun. Donc là, ils ont le droit d'accéder rapidement à faire la perquisition du deuxième PC, mais ils doivent au préalable informer l'autorité judiciaire. Et là, on parle informer, non pas demander l'autorisation. Donc pour le premier, ils ont demandé l'autorisation, mais pour le deuxième, il suffit uniquement d'informer. Maintenant, on vous dit, s'il est préalablement avéré, donc s'il constate que les données recherchées accessibles au moyen du premier système sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, dans ce cas-là, l'obtention de ces informations se fait avec le concours des autorités étrangères compétentes, conformément aux accords internationaux pertinents et suivant le principe de la réciprocité. Ça veut dire maintenant, si les données sont à l'étranger, donc là, ils doivent requérir l'aide des autorités étrangères concernées. Maintenant, on vous dit, les autorités en charge de la perquisition sont habilitées à réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique en question ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ça veut dire, imaginons qu'ils sont venus perquisitionner dans une société où travaille M. Djabri Abdelkader. Alors, ils savent que Djabri, c'est lui, le RSSI, c'est lui qui a mis en place les mécanismes de sécurité. Ils peuvent le réquisitionner, ça veut dire l'obliger, par la force de la loi, à les aider à récupérer ces informations. Je précise, Djabri Abdelkader n'est ni coupable ni rien, d'accord? C'est seulement quelqu'un qui travaille dans cette entreprise et qui connaît le fonctionnement du système. Même s'ils ne travaillaient pas là-bas et qu'ils savent que c'est un prestataire qui a installé le système de sécurité, ils peuvent le réquisitionner pour venir les aider à accéder parce qu'ils ne savent pas le faire ou qu'ils ont peur de perdre des données. Maintenant, quand il s'agit de saisie de données informatiques, donc il y a un sous-titre pour ça. Donc l'article 6, qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque l'autorité qui effectue la perquisition découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles à la recherche d'infractions ou de leur auteur, et que la saisie de l'intégralité du système n'est pas nécessaire, ça veut dire il n'est pas nécessaire, par exemple, de saisir tout le serveur parce qu'il y a uniquement un fichier qui les intéresse. Dans ce cas-là, les données en question, de même que celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisies et placées sous scellés dans des conditions prévues par le Code de procédure pénale. Donc, généralement, on vous dit que les procédures doivent permettre de garder l'intégrité, etc. des données pour prouver que les données n'ont pas été altérées. Donc, généralement, la saisie de telles données doit répondre à un processus forensique bien défini, etc. C'est un processus purement technique que vous ne verrez pas dans ce module, mais que vous verrez l'année prochaine dans le module sécurité applicative, qu'on verra ensemble. Alors, il faut savoir que l'autorité qui va effectuer la perquisition et la saisie doit, en tout état de cause, veiller à l'intégrité, bon, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, veiller à l'intégrité des données. Toutefois,
Elle peut employer des moyens techniques requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données en vue de les rendre exploitables pour les besoins de l'enquête, à la condition que cette reconstitution ou mise en forme de données n'en altère pas le contenu. Par exemple, imaginons qu'ils trouvent des données chiffrées, ils peuvent, par des moyens techniques, déchiffrer ces données à condition de ne pas leur changer de sens. Vous imaginez, vous avez un texte qui est chiffré qui dit rendez-vous à l'USTHB tel jour à telle heure. Eux vont, en essayant de le déchiffrer, ça va être, ils vont modifier complètement le sens. Rendez-vous à la montagne avec ta Kalachnikov. Dans le premier cas, vous n'êtes coupable de rien. Dans le deuxième cas, vous êtes terroriste. Tout simplement parce que le déchiffrement a modifié le sens du texte. Et je pense que vous êtes bien placé pour savoir qu'avec un texte chiffré, si on n'a pas les bons outils, on n'a pas la bonne clé, on peut facilement en déduire des centaines de textes différents. Alors, un autre sous-titre qui parle de la saisie par interdiction d'accès aux données. Maintenant, on vous dit, si pour des raisons techniques, l'autorité qui effectue la perquisition se trouve dans l'impossibilité de procéder à la saisie conformément à l'article 6, donc à l'article précédent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser des techniques adéquates pour empêcher l'accès aux données contenues dans le système ou aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser ce système. Alors, qui peut me donner un exemple concret que vous avez tous vécu? Alors, voyons voir qui a assez d'imagination pour savoir où est-ce que les autorités algériennes ont utilisé l'article 7 contre vous tous. Alors, Hamadash. Je ne sais pas. Ah. Swag. Hamadash, pourtant, une fois vous vous êtes plaint de ça. Monsieur Swag, vous êtes toujours là ou non? Ah. Swag, une fois. Alors, Saïm, vous ne savez pas. Alors, rappelez-vous, pendant le bac, les autorités algériennes ont jugé que les réseaux sociaux sont devenus un outil criminel qui est utilisé par certaines personnes pour partager des solutions des sujets de bac et pour partager les sujets du bac. Donc, elles ont décidé de perquisitionner les réseaux sociaux. Mais comme ils n'avaient pas les moyens techniques pour accéder à ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de bloquer l'accès à ces réseaux sociaux. Donc, ils se sont basés sur l'article 7 que vous voyez là. Donc, ils ont fait pour empêcher l'accès aux données contenues dans le système informatique et aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées. Donc, vous êtes autorisé à utiliser ce système, donc qui est les réseaux sociaux, mais pendant une période, il représentait un risque sur la sécurité, etc. Donc, ils ont jugé utile de vous empêcher d'accéder à des réseaux, à des ressources auxquelles vous êtes normalement censé être autorisé d'accès. Voilà. Maintenant, l'article 8 parle des données saisies ou du contenu incriminé. On vous dit l'autorité qui a procédé à la perquisition peut ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessibles les données dont le contenu constitue une infraction, notamment en désignant toute personne qualifiée pour employer les moyens techniques appropriés à cet effet. Donc là, tout simplement, une fois qu'ils vont procéder à la perquisition, ils peuvent tout simplement rendre inaccessibles les données. Donc là, par exemple, si c'est un site web qui pose problème, ils peuvent le rendre inaccessible, tout simplement en demandant à n'importe quelle personne qui a les moyens techniques de le faire. Ils peuvent demander, par exemple, à Algérie Télécom d'empêcher l'accès au site Algérie-Part, par exemple, parce qu'ils jugent que Algérie-Part est un outil criminel, etc., etc. Là, si vous voulez, c'est l'instrumentation de la loi par la politique pour certaines raisons, enfin bref. Alors, là, on vous parle des limites, l'article 9, on vous parle des limites à l'utilisation des données collectées.
On vous dit, sous peine de sanctions édictées par la législation en vigueur, les données obtenues au moyen des opérations de surveillance prévues par la présente loi ne peuvent être utilisées à des fins autres que les enquêtes et les informations judiciaires. Ça veut dire, en dehors de l'enquête, ils ne peuvent pas utiliser ces données pour faire autre chose, ni par exemple pour faire du commerce, pour les vendre ou autre. Donc, qui sait? Maintenant, on arrive vers les fournisseurs de services. Vous vous rappelez les fournisseurs de services qu'on avait vus tout à l'heure, notamment Algérie Télécom, les opérateurs, etc. On vous dit, dans le cas de l'application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l'enregistrement en temps réel des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu'ils sont tenus de conserver en vertu de l'article 11 ci-dessous. Donc, tout simplement, ils sont en train de dire que les opérateurs doivent simplifier le travail des services de sécurité, des enquêteurs, qui viennent pour collecter ou enregistrer les données en temps réel. Évidemment, s'ils ont une autorisation pour ça. On verra par la suite la deuxième partie de l'article qui va un peu vous choquer par la suite. Ensuite, on vous dit, sous peine de sanctions prévues en matière de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent sur la réquisition des enquêteurs et les informations qui s'y rapportent. Ça veut dire, imaginons que Djouada Mehdi travaille chez Ouido, il apprend que le numéro de Gessom est mis sous surveillance. S'il appelle Gessom, sous écoute, eh ben, il ira en prison, tout simplement parce qu'il est obligé de garder la confidentialité des opérations. Si en même temps Djouada a été sollicité pour faire l'enregistrement des communications de Gessom, bien sûr, c'est lui qui va opérer parce que c'est le système informatique de l'opérateur. Donc, eux, ils vont venir solliciter l'écoute. Lui, il va procéder techniquement à l'opération de l'écoute. Soit, il faut savoir que généralement, il y a deux types. Soit ils vont solliciter l'opérateur pour faire l'enregistrement et le leur remettre. Soit ils vont le faire eux-mêmes à travers des équipements qu'ils ont déjà préalablement placés chez l'opérateur. Dans le premier cas, si Djouada a été sollicité pour le faire, donc s'il utilise lui-même cet enregistrement pour le diffuser ou le donner à quelqu'un d'autre, là aussi, il risque des sanctions prévues par la loi. Alors, maintenant, quelles sont les obligations de l'opérateur? On vous dit, selon la nature et le type de service, ces fournisseurs de services s'engagent à faire quoi? D'abord, ils doivent conserver un certain type de données. D'abord, toutes les données permettant l'identification de l'utilisateur du service. Ça veut dire, quand on vous offre un service, on doit savoir à qui on... Si je prends le cas des opérateurs de téléphonie mobile, quand ils vous vendent une puce, ils ont votre copie de carte d'identité, donc ils savent que tel numéro est rattaché à telle personne. Quand Algérie Télécom vous offre un service Internet, elle a le nom de l'abonné. Elle a toutes les données de l'abonné, nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Quand un autre type d'opérateur vous offre un service, notamment un opérateur cloud ou autre, il doit avoir vos données exactes. Quand vous allez héberger un site web, en point DZ, ils ont exactement vos données dans le moindre détail. Maintenant, on vous dit ils doivent avoir les données relatives aux équipements terminaux des communications utilisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, l'opérateur peut savoir que vous utilisez par exemple un téléphone de marque Samsung ou bien vous utilisez un téléphone de marque Huawei, LG ou autre. Ça, ils peuvent l'avoir sans avoir recours à vous, d'accord? C'est votre téléphone qui envoie ça au niveau des paquets. Donc, ils ont le IMEI de votre téléphone. Enfin, ils ont toutes les données permettant d'identifier un device. Dans le sens où, si par exemple un acte malveillant a été fait avec, disons, le téléphone de Monsieur Farhat. Monsieur Farhat, si on l'arrête, il ne pourra pas leur dire ah non, c'est pas mon téléphone. ما كانش عندي التليفون هذاك النهار سرقوه لي. D'accord, واش من téléphone سرقوه لي؟ قلت لهم فوالا كان عندي ان ال جي سرقوه لي دوكا راني بسامسونج. Il va leur montrer un téléphone Samsung. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à l'opérateur tel jour, c'était quel appareil qui a fait l'opération. Ils vont lui dire c'était un Samsung. يقولوا له عاد يقولوا عند فرحات بصح انت يا سامسونج هذا وقتاش شريته؟ يقول لهم j'ai acheté c'est hier. Donc eux, ils ont la preuve fourni par l'opérateur qu'il y a 3 jours, ce même téléphone Samsung a été utilisé avec tel numéro, telle puce, telle donnée, etc. Et là, ils vont procéder à son arrestation en lui disant non, tu es en train de mentir. Ton téléphone n'a pas été volé,
on t'a arrêté avec le téléphone Samsung qui est là, et c'est ce même téléphone qui a été utilisé avec ta ligne téléphonique pour commettre telle infraction. Si par hasard, par exemple, il avait dit, voilà, j'avais un téléphone LG qui a été volé et qu'il ramène la preuve que le téléphone a été volé, ça veut dire quoi la preuve? Qu'il ramène une déclaration de perte ou de vol qu'il avait fait déclaré auprès d'un commissariat de police. Et que l'enquête faite auprès de l'opérateur démontre que réellement c'est le téléphone qui a été volé et que la date du vol, plutôt la date de l'action criminelle a été faite à une date antérieure à la date du vol, là, oui, il pourra s'en sortir. Mais si, dans le cas contraire, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous perdez votre puce, si vous perdez votre téléphone, vous devez immédiatement faire une déclaration auprès des services de sécurité. Ce n'est pas pour qu'ils... Bon, réellement, il y a dans le sens, si les choses se faisaient normalement, c'est pour qu'ils retrouvent votre téléphone. Mais on sait pertinemment que le nombre d'enquêtes résolues dans ce sens est très peu élevé. Donc, ça vous servira beaucoup plus à vous protéger si le voleur qui a pris votre téléphone va commettre une action criminelle avec votre téléphone. Imaginez le pire des scénarios, on vous vole votre téléphone et on l'utilise comme déclencheur d'une bombe à distance. Et que vous, par fainéantisme, par exemple, on vous l'a volé aujourd'hui à 10 h du matin, vous irez faire la déclaration jeudi à midi. Et que l'attentat a eu lieu le mercredi. Donc là, ils vont faire leur enquête, forensics, etc. Ils vont trouver que c'est un téléphone qui est le déclencheur de la bombe, ou bien c'est le téléphone qui a... Enfin, c'est le téléphone, quand je parle de téléphone déclencheur, ça veut dire que c'est le dispositif collé à la matière explosive qui sert de détonateur. Hein. Je ne parle pas du téléphone qui a appelé le téléphone. Et que ça a été enclenché par un appel. Bon, vous savez, quand il y a une explosion, on récupère toujours des traces. La théorie qui dit quand il y a une explosion, rien n'est récupérable est complètement fausse. Notamment en matière de téléphonie, on retrouvera des parties de votre téléphone qui permettront l'identification du téléphone. Même la puce, si elle est inexploitable par la suite, on retrouvera des bribes de la puce qui permettra de remonter vers le numéro utilisé par cette puce. Et que suite à cette enquête forensics, on arrive à trouver que c'est le téléphone, par exemple, de M. Swag. Ben, automatiquement, ils vont débarquer Bleni Jattawa en garde chez lui, ils vont l'arrêter en lui disant, voilà, vous êtes soupçonné d'attentat terroriste. Il va leur dire, c'est un téléphone, c'est un volé. Il faut a une preuve. Il faut la déclaration de perte. La déclaration a été faite le jeudi. Il faut mardi. C'est votre parole uniquement. Et votre parole ne vaut rien. Qui prouve que ça, c'est mardi? Mais si d'être l'attentat mercredi, ou jeudi, pour te couvrir, tu as déclaré, il a été volé. Par contre, si sa déclaration de vol datée du mardi, il va venir, il va leur dire, voilà, une déclaration de vol, elle est à mardi. Ils vont voir, ah, ça a été volé le mardi, l'attentat commis mercredi, d'accord, c'est logique, ils vont le libérer. Ensuite, on vous dit, le troisième point, c'est les caractéristiques techniques ainsi que la date et le temps et la durée de chaque communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur gardera à son niveau l'historique de toutes vos communications. On verra par la suite la durée pour laquelle il va les garder. Donc, il aura la date, le temps, ça veut dire quoi? À quelle heure vous avez fait la communication et la durée de la communication. Il va garder aussi les données relatives aux services complémentaires requis ou utilisés et leurs fournisseurs, donc qui vous a fourni un tel ou tel service. Il va garder les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, ainsi que les adresses des sites que vous avez visités. Ça veut dire quoi? Là, on parle aussi en étant ça vers Internet. Ça veut dire que si je pars maintenant chez Algérie Télécom et que je mène une enquête sur Jabri Abdelkader, je peux leur dire, attendez la liste des sites visités par Jabri durant les 2 derniers mois. Et bien, Algérie Télécom va fournir aux enquêteurs tous les paquets nécessaires, soit maintenant, tout dépend des enquêteurs ce qu'ils vont demander. Est-ce qu'ils vont demander uniquement le listing des sites web? Ils vont leur dire, donnez-nous toutes les informations relatives au trafic de Jabri Abdelkader pour une durée de 2 mois. S'ils vont demander les paquets, donc ils auront tout ce qui est cité dans les points A, B, C, D et E. Ensuite,
là, on précise un peu les choses. On vous dit, pour les activités de téléphonie, l'opérateur conserve les données citées au paragraphe A du présent article et celles permettant d'identifier et de localiser l'origine de la communication. Ça veut dire pour les données de téléphonie, on a même besoin de localiser l'origine de votre communication. Ensuite, on vous dira la durée de conservation des données citées dans le présent article est fixée à 1 année à compter de la date du jour de l'enregistrement. Ça veut dire que si on est aujourd'hui le 17 janvier 2021, Algérie Télécom détient toutes les données de votre connexion Internet du 17 janvier 2020 jusqu'au 17 janvier 2021 et qu'elle pourra les remettre à toute autorité judiciaire qui les exige. Ooredoo en fait de même pour vos appels téléphoniques et vos SMS. Mobilis en fait de même, Jesi en fait de même. Alors, là, il y a Gasson qui pose la question. Alors, attendez que je remonte un peu. Alors, Gasson dit, monsieur, s'il fait une déclaration de perte alors qu'il a toujours le téléphone, ensuite il commet l'acte terroriste, criminel, est-ce qu'il sera protégé? Alors là, à vrai dire, de manière initiale, il est protégé. Maintenant, si l'enquête poussée par les services de sécurité révèle qu'il a menti, là, c'est clair qu'il ne sera plus protégé. Alors, comment est-ce que l'enquête peut révéler qu'il a menti? Il faut savoir qu'il y a deux types d'enquêtes qui se font. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes techniques et il y a les investigations sur le terrain. Maintenant, les investigations sur le terrain, ça peut utiliser les caméras de surveillance qu'il y a dans les rues, ça peut utiliser le relevé d'empreintes, des témoignages, enfin. On ne va pas rentrer dans le détail du forensic de l'investigation criminelle, ce n'est pas l'objet de notre cours. Mais je vous donne un petit exemple. Imaginons que Somme a gardé son téléphone et qu'il n'a pas eu la prudence de s'en séparer sur le coup. Donc, il s'est déplacé avec son téléphone, il est parti chez lui, il a reçu un appel entre-temps. Il a répondu à l'appel. Dans ce cas-là, vu les informations que l'opérateur va garder, les services de sécurité, en faisant leur enquête, ils vont voir qu'il a reçu un appel de la part, par exemple, de sa mère. L'appel a duré 3 minutes et qu'il était chez lui. Parce qu'il y a l'origine localiser l'origine de la communication. Et comme dans les CDR, on peut savoir quelle est la BTS par laquelle a transité l'appel. Donc, on appelle l'information de routage. Dans ce cas-là, ils vont revenir, ils vont l'arrêter en lui disant à telle heure le téléphone était toujours chez toi. Donc, la déclaration de vol ou de perte était une fausse déclaration. Et là, il aura un crime en plus qui est fausse déclaration, une falsification de documents. Alors, on revient vers la durée de conservation. On a dit 1 année. Maintenant, on vous dit sans préjudice des sanctions administratives qui découlent du non-respect des obligations présentes dans le... Alors là, on est en train de sanctionner l'opérateur qui refuse d'appliquer les obligations qu'il a dans cet article. Donc là, il aura entre 6 mois à 5 ans de prison et une amende de 50 000 à 500 000 dinars. Maintenant, on vous dit que la personne morale va avoir une amende plus importante. Les modalités d'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article en tant que besoin seront précisées par voie réglementaire dans d'autres textes qui vont spécifier comment on applique les alinéas 1, 2 et 3 de manière plus technique, à vrai dire. Maintenant, pour le fournisseur d'accès Internet, on vous dit, outre les obligations citées par l'article 11, donc déjà pour Internet, il va enregistrer toutes les données qui sont là. Ça, c'est clair, précis. Donc, que doit faire le fournisseur d'accès Internet? Il est dans l'obligation d'intervenir sans délai, ça veut dire immédiatement, pour retirer les contenus dont il autorise l'accès en cas d'infraction aux lois. Ça veut dire que si un fournisseur d'accès Internet vous autorise à accéder à un site pornographique, il faut savoir que la pornographie est interdite en Algérie et que les services de sécurité l'informent qu'il autorise ce site, il est dans l'obligation de vous bloquer l'accès à ce site. Il est obligé aussi, dans les autoriser l'accès en cas d'infraction aux lois. Alors, il doit stocker les contenus s'ils étaient à son niveau. Il doit les rendre inaccessibles dès qu'il a pris connaissance de manière directe ou indirecte de leur existence. Il ne doit pas les supprimer, il doit les stocker. Pourquoi est-ce qu'il doit les stocker? Tout simplement pour que ça puisse servir de preuve. Ensuite, il doit mettre en place un dispositif technique qui permettra de limiter l'accessibilité aux distributeurs
contenant des informations contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et à en informer les abonnés. Ça veut dire tout simplement, on est en train de dire aux opérateurs, vous devez mettre en place des dispositifs de filtrage qui est capable d'empêcher l'accès à des distributeurs de contenu qui contiennent des informations contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et bien sûr, il doit vous informer comme quoi il est en train de limiter l'accès à des contenus. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra, on continuera la prochaine fois avec le chapitre 5 et la suite de cette loi avant de passer vers d'autres textes de loi qui concernent votre domaine de travail. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous ne dites rien, si vous n'écrivez rien, c'est que vous n'avez pas de questions. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis bonne fin de journée et amusez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir.